La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Le quart d'heure savoyard, c'est sur Radio Grand Lac, en partenariat avec le département de la Savoie. Bienvenue à toutes et à tous, nous sommes en direct, il est 14h, émission exceptionnelle, à un horaire exceptionnel pour ce quart d'heure savoyard qui par définition est toujours plus long qu'un quart d'heure. Donc en partenariat avec le département de la Savoie, la collectivité locale de proximité par excellence qui s'associe à la radio locale de proximité pour parler des actions du département, pour parler des politiques départementales et les porter au plus proche de la population. Aujourd'hui, le thème, ça va être un thème qui nous est cher, c'est la culture. Sans culture, il n'y a pas vraiment de vie possible. Et nous allons parler de la culture de la Savoie, nous allons parler de notre beau département, de son identité, de son histoire, de ses particularités. Et nous allons parler de l'ouverture prochaine du musée savoisien, ce musée que l'on connaît bien, qui a été créé en 1864 par un certain marquis Pantaléon Costa de Beauregard, qui a été le premier président du Conseil général de la Savoie. On peut voir d'ailleurs son portrait dans les couloirs du château. On va parler des estivales en Savoie qu'on appelait avant les estivales du château. Et donc voilà ce festival fabuleux qui fête ses 20 ans, qui a lieu chaque année dans la cour d'honneur du château des Ducs de Savoie, avec cette magnifique Sainte-Chapelle en arrière-plan. Et puis on va parler du budget citoyen de la Savoie, de plusieurs dossiers. Pour parler de cela, j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui le vice-président du département en charge de la culture, du patrimoine et des finances, Renaud Beretti. Bonjour Renaud Beretti. Bonjour. Est-ce que vous allez bien Renaud Beretti ? Oui, très bien, très bien. Donc, pour parler de culture et avec vous, c'est toujours un plaisir. Alors, Renaud Beretti, maire d'Aix-les-Bains, président de Grand Lac, mais aujourd'hui en titre de vice-président du conseil départemental aux côtés d'Hervé Guémard. On présentera notre deuxième invité après. Le département, c'est un secteur que vous connaissez bien, c'est une structure que vous connaissez parfaitement bien, puisqu'avant d'y être élu, vous êtes conseiller départemental du canton Aix 2, en binôme avec Karine Dubouchet. Vous avez travaillé longuement là-bas aux côtés des présidents Barnier, Vial et Guémard. Donc c'est une institution que vous connaissez par cœur. Oui, que j'aime beaucoup et qui est vraiment au service des Savoyards, toujours dans des démarches et des politiques publiques de proximité. Et la culture, bien sûr, en fait partie. Alors la culture est un domaine qui depuis longtemps préoccupe le département, depuis Michel Barnier, mais même encore avant, il y a toujours eu, et puis il y a cette particularité savoyarde dont on a notre histoire aussi, nos coutumes, et donc ça permet à travers le département de les préserver et de les garder vivantes. Oui, de les préserver, de les faire mieux connaître, puisque l'histoire de la Savoie, qui est une histoire millénaire, a souvent été négligée ou carrément rayée des manuels d'histoire. On a appris l'histoire aux petits Savoyards, l'histoire de France. Nos ancêtres les Gaulois. Mais voilà, bon, c'est valable dans d'autres régions de France, bien sûr, dans d'autres anciennes provinces. Mais chez nous, c'est vrai, vous avez raison, il y a une identité, il y a un héritage, un patrimoine très riche, une culture qu'il faut bien sûr réapprendre, mais aussi faire connaître à nos visiteurs. C'est tout l'enjeu de cette année 2023 qui est importante pour le département puisque c'est une année éminemment culturelle. Culturelle avec la réouverture du musée savoisien, donc inauguration le 27 avril et réouverture publique le 29 avril. On va en parler tout de suite, mais avant je présente notre deuxième invité, Marine Nguyen, qui est agent du département, qui est responsable communication de la direction du développement artistique et culturel. Bonjour Marine. Bonjour. Soyez la bienvenue sur les ondes de Radio Grand Lac 92.radiograndlac.com. Présentez-nous un petit peu votre mission au sein du département de la Savoie. Alors au niveau de la direction du développement artistique et culturel, donc je suis chargée de la communication à destination des acteurs culturels du territoire, donc les festivals, les établissements d'enseignement artistique, les saisons culturelles, la pratique amateur. On porte également donc le festival, les estivales en Savoie, donc j'assure la communication en lien avec le service communication du département. Oui. Voilà. D'accord, donc de belles missions et un travail très pris au service de la Savoie, au service justement de sa culture. Chaque année, c'est quand même un budget important que le département attribue à la culture. C'est un budget qui, d'abord pour rappeler que
seul le patrimoine est une compétence obligatoire des départements. Ce qui peut sembler normal, la culture ne l'est pas, donc en fait c'est variable selon les départements. Bon, c'est vrai qu'il y a une part du budget importante, alors évidemment moins que les routes, les collèges et autres compétences. Et le social, bien sûr. Et bien sûr l'action sociale, qui est la part majeure du département, mais la culture n'est pas négligée et cette année prend une résonance toute particulière. Enfin, c'est même un mélange culture et patrimoine dont il est question, puisque... Oui. Quand je parlais d'année culturelle, il y a bien sûr la réouverture, après plusieurs années de travaux, du musée savoisien, qui est le musée de tous les Savoyards, mais aussi les 20 ans, chère Marine, des Estivales. C'est aussi un événement on va en parler après. Important qui lui aussi mène culture et patrimoine. C'est un succès plus qu'un événement, puisqu'on est parti de 15 000 personnes. Non, c'est 15 000 maintenant, on est parti de 4 000, quoi, voilà. En sachant qu'on a des contraintes de jauge liées au lieu, à la cour d'honneur du château des Ducs de Savoie, mais sinon ce serait évidemment beaucoup plus. Et puis il y a ces travaux importants que mène le département depuis des années à l'abbaye de Hautecombe, juste en face de nous actuellement. Même si le temps n'est pas forcément au rendez-vous, l'histoire, elle, continue. Et puis une belle exposition qui ouvrira ses portes cet été dans la Grange Batelière de l'abbaye de Hautecombe. Et puis le nouveau schéma départemental d'enseignement artistique de la Savoie, qui est finalement une nouvelle politique culturelle que nous lançons cette année. Donc ça fait, vous le voyez, beaucoup d'événements, sans oublier des travaux que nous menons actuellement à la Sainte-Chapelle, donc toujours dans le château lui-même, l'accueil de l'hôtel du département, et puis également dans plusieurs espaces, comme la salle du Trésor, la salle des comptes, qui sont des lieux peu connus, mais qui gagnent à l'être et qu'ils seront dès qu'ils seront réouverts au public. Parce que c'est notre patrimoine à toutes et à tous, tout à fait. Renaud Beretti, musée savoisien, donc créé en 1864, installé à Chambéry depuis 1913, géré par le département depuis 2012, qui veut donc un musée ancien où il y a toute l'histoire de notre province et des travaux phénoménaux qui viennent d'être engagés, notamment sous l'impulsion d'Hervé Guémard et de son vice-président à la culture. Qu'est-ce qui se passe dans ce musée savoisien ? Moi, je suis très content que, enfin, ce musée puisse rouvrir ses portes. Vous l'avez dit, c'est le premier président du conseil général. Aujourd'hui, on dit départemental, mais général de l'époque, Pantaléon Costa de Beauregard, qui était un homme politique assez original, puisque... De la mode Sarolex. Mais par ailleurs, qui aimait les cabinets de curiosité, les collections. Donc c'est finalement une de ses passions qui l'a amené à faire ouvrir ce premier musée, qu'on a connu pour les gens de ma génération à Chambéry, comme étant le musée savoisien, qui était géré par la municipalité de Chambéry à l'époque, qu'en effet Hervé Guémard a fait acquérir par le département. Donc c'est devenu un musée départemental. Et je dirais que le musée savoisien, transformé, rénové, mis aux normes, prend une nouvelle dimension, et c'est, je crois pouvoir le dire, mais il le dirait mieux que moi naturellement, mais c'est la grande œuvre d'Hervé Guémard comme président du département. Il n'échappera à personne, pour ceux qui le connaissent, que c'est un amoureux des lettres, de l'histoire, et que finalement il a su, et il fallait oser le faire, parce que maintenant quand un bâtiment est rouvert, on en parle comme une chose allant de soi, mais il fallait oser à l'époque se lancer dans cette rénovation, ce qui... Oui, de plusieurs millions d'euros. C'est 20 millions d'euros. 20 millions d'euros, donc vous voyez, peut-être que de nos jours, on n'oserait plus se lancer dans un tel investissement avec la raréfaction de l'argent public et les difficultés de mener un tel chantier. Parce que je rappelle que c'est un chantier à la fois historique mais aussi archéologique, puisqu'il y a des fouilles qui ont été menées, et puis de travail sur les collections, avec des acquisitions nouvelles, pour en faire non plus seulement un musée savoisien, mais un musée des cultures de la Savoie. Et comme je le disais en début d'interview, vraiment en insistant sur cette histoire singulière, particulière des ducs et comtes de Savoie, qui ont régné, qui ont eu des frontières, d'où le thème de l'exposition de cet été, mouvantes en fonction des alliances, le Saint-Empire romain germanique avec les différentes guerres qui ont été menées. C'était également des souverains diplomates et qui avaient une itinérance de leurs États, où ils frappaient monnaie, où ils levaient les impôts. Pour vos auditeurs, sur un territoire qui, selon les époques variables, correspondra aujourd'hui aux Deux-Savoies, au Piémont, au Val d'Aoste, pour la partie la plus petite,
mais qui, historiquement, culturellement, nous rassemble. D'où les démarches que nous faisons en commun avec nos collègues aujourd'hui italiens pour mieux faire connaître ces États. Et c'est en tout cas une des vocations du musée savoisien dans sa nouvelle formule. Donc 20 millions, avec bien sûr un effort conséquent du département, mais aussi de l'État et de la région Auvergne-Rhône-Alpes, pour que ce musée ait pu se réaliser. Alors, il est intéressant à bien des égards, puisqu'il modifie un peu également les accès dans Chambéry. On accédera désormais depuis la place, par la place Métropole, à côté de la Métropole, donc de la cathédrale, avec un accès dans un nouvel espace qui permettra de donner à voir les peintures murales de Cruet, qui sont la pièce emblématique du futur musée, et qui d'ailleurs est unique en France. Donc on pourra y entrer, mais aussi sortir par cet itinéraire qui sera le plus proche de ce qui était possible de voir dans son site originel, et qui permettra d'être vu sous différents angles, depuis le bas et aussi à hauteur, grâce à une passerelle qui a été aménagée. Et pour juste vous donner les grandes lignes du musée, ce ne sera pas un musée chronologique où on part du début de l'archéologie jusqu'à l'époque moderne. Mais plutôt, imaginez plutôt une marguerite ou une pâquerette avec des pétales. C'est bucolique. Oui, nous sommes au printemps, donc une ouverture d'un musée, c'est un événement, c'est assez rare quand même, il faut le souligner. Et vous verrez, il y a toute une esthétique intérieure, un travail sur les lumières également qui a été fait, et sur les collections, comme je vous le disais, par chronologie. Alors, pas par chronologie justement, mais par thématique, l'habitat, les religions. Oui, alors ça, on en parlera, on présentera donc les futurs espaces de visite. On précise savoisien parce que c'est le terme normal pour parler des habitants de la Savoie, ou tout ce qui rapporte à la Savoie. Savoyard, au départ, c'était péjoratif. Nous sommes tous des Savoisiens sans aucune connotation politique. Qui s'ignorent. Là-dedans, tout à fait. Des Savoisiens qui s'ignorent. Alors, les grandes lignes du projet du nouveau musée, on en a parlé un peu, c'est rendre accessible à tout le monde. Oui. Justement, donc, c'est un musée accessible déjà aux normes, et qui, au passage, avec ces recherches archéologiques que j'ai pu suivre avec nos services, ont permis de faire un travail sur l'histoire de Chambéry en tant que telle, avec des découvertes sur l'alimentation, parce qu'on des fouilles qui sont allées assez loin. C'est la vie quotidienne de nos ancêtres. Exactement. Et donc, vous voyez, c'est une avancée dans bien des domaines, mais y compris sur celui d'une meilleure connaissance de cet espace qui a été, vous le savez, un couvent au XIIIe siècle, avant de devenir un archevêché. Donc, on a même pris possession, entre guillemets, des anciens appartements des archevêques. Des archevêques de Chambéry, tout à fait. Ça. Alors, donc, si vous voulez, quels sont ces futurs espaces de visite? On va les détailler un petit peu. Là, donc, il y a l'habitat, il y a les migrations, les voies de circulation. L'habitat dont j'ai parlé, bien sûr. Comment se logeaient, comment évoluaient les différents modes d'habitat. Alors, aussi bien au début du peuplement du territoire, on n'appelait pas la Savoie, évidemment, à l'époque, les Allobroges. Par exemple, mais si on va même avant, qui sait précisément qu'à l'âge de bronze, il y avait déjà du peuplement sur notre territoire, notamment autour des lacs, d'Aiguebelette, autour des lacs, tout à fait. Du lac du Bourget, selon leur dénomination actuelle, ce qu'on appelle les palafites. Les palafites. Et qu'il y a 166 sites en Europe occidentale et orientale qui sont recensés comme tels, dont notre territoire fait partie. Donc il y a cette vision, cette connaissance d'un habitat sur l'eau, sur des pieux, c'est ça le principe des palafites, donc un habitat sur l'eau. On a fait de belles expositions par le passé qui s'appelaient les plots dans l'eau, les pieux dans l'eau, pardon. Donc cette histoire-là, elle est aussi à connaître parce que nous avons heureusement un patrimoine important, et l'habitat, il va jusqu'à récemment. Par exemple, l'habitat en station de sport d'hiver, avec, pour en citer d'autres, mais je pense à Charlotte Perriand, qui a été une architecte qui a inventé, conceptualisé et fait généraliser l'habitat de stations de sport d'hiver. Parce que c'est le nouveau. Val Thorens, ça a 50 ans, quoi. Ça fait partie de notre histoire. Regarde l'éternité, c'est rien. Oui, c'est certain. Ou de l'histoire de l'humanité, en restant modeste. Mais c'est vrai que l'or blanc, l'essor des stations, a aussi amené un nouvel habitat et une nouvelle architecture, à la fois extérieure,
mais aussi intérieure. Donc dans le musée, vous aurez la reconstitution réelle d'un intérieur réalisé par Charlotte Perriot. Alors, juste une petite parenthèse, vous qui connaissez bien le département, si on a maintenant cet or blanc, si on a ces nouvelles stations, c'est grâce notamment à la volonté des élus départementaux qui ont engagé des frais pour construire Courchevel, pour construire Val Thorens et tout. En effet, ça fait partie de notre histoire, comme on pourrait parler aussi de l'électricité, de l'hydroélectricité, des mines également. Combien de Savoyards savent que nous avons un passé minier en Maurienne, même aussi en Tarentaise, comme ça a été le cas en Val d'Aoste. Donc vous voyez, cette histoire, elle est c'est aussi un rappel des liens qui nous unissent. Et elle est vivante. Alors, on a parlé de l'habitat. Donc l'habitat, également les voies de circulation et les migrations. Oui, parce que nous sommes un carrefour. C'est ça, vraiment un carrefour avec les Alpes comme à la fois frontière et franchissement. Vous vous rappelez du film La Trace, bien sûr, et colporteur, Hannibal et Napoléon qui sont passés par là. Donc nous n'avons eu de cesse d'être traversés pour soit des raisons économiques, soit des raisons guerrières, soit d'accueillir des populations nouvelles, différentes migrations. Et puis cette particularité avec une langue aussi, le franco-provençal, c'est vrai, les patois qui différencient d'une commune à l'autre parfois. C'est certain, mais qu'on retrouve, j'insiste sur le Val d'Aoste, où on en parle à la fois italien bien sûr, mais également français, mais encore franco-provençal. Donc cette langue qui chez nous, depuis finalement Jules Ferry, on a donc pour unifier notre territoire, c'est le principe monarchique pur républicain, et bien à l'école d'apprendre la même histoire à tout le monde, et puis de affaiblir et faire disparaître les parlers locaux quand il ne s'agissait pas de langue. Donc c'est un petit peu rappeler tout ça pour ne pas l'oublier et donner envie de découvrir cette terre des Savoies, de Savoie qui est une terre d'accueil, mais aussi une terre de traverse finalement. De migration. Et puis ensuite, donc, dans les espaces de visite, il y aura tout un domaine sur les pratiques religieuses et funéraires. Absolument. Pourquoi ? C'est aussi la vie qu'on oublie toujours, les rites de naissance, de mariage, funéraire également, qui rythment comme ça l'existence. Et donc, il est important de rappeler la place de la chrétienté dans notre territoire, le catholicisme, la réforme, qui ont eu toutes leurs conséquences sur l'architecture, par exemple religieuse. Les chemins du baroque en Maurienne et en Tarentaise, ces hautes vallées qui, à l'époque, étaient plus riches, étaient aussi marquées par l'art religieux. Donc, c'est une façon de rappeler tout ceci en partant de ce musée qui a été un archevêché, avec des salles, même une chapelle dédiée, pour partir de ce point, pour aller vers d'autres religions ou croyances dans notre Savoie. Je pense au diable de Besson. Bien sûr, oui, tout à fait. Donc tout ce qui fait un peu, encore une fois, notre histoire et notre identité. Et puis pour rendre ce musée encore plus vivant, il y aura des témoignages d'habitants de la Savoie. Exactement, c'est important aussi qu'il y ait la parole qui soit rappelée, également sur l'économie, sur l'alimentation. Et l'environnement. Et bien sûr l'environnement. Est-ce qu'on va parler de la tartiflette et de la fondue, naturellement, Bruno Beretti, et de la raclette, ce qui fait partie, bien sûr. Alors les dios, je ne sais pas, mais tartiflette, raclette, fondue, évidemment, ça en fait partie, comme nous avions déjà commencé à le faire, pour ceux qui ont pu passer à pied ou à vélo, dans la galerie du tunnel du Chat, qui a été refaite par le département, où nous avons, avec le service culture d'ailleurs, et le service des routes, fait travailler un collectif d'artistes qui ont réalisé avec nous toute une série de fresques rappelant vraiment l'intégralité de l'histoire de la Savoie, que ce soit l'architecture, les paysages, mais aussi la gastronomie. Vous voyez, ça en fait partie. Alors au niveau de l'environnement, il y a bien sûr l'eau, il y a bien sûr la forêt. Il y a l'eau sous toutes ses formes. La culture. Chez nous, c'est aussi l'eau thermale, c'est l'eau minérale, l'eau source d'énergie. Vous connaissez ça par cœur. Bien sûr, mais il y en a aussi des stations thermales en Tarentaise. Mais c'est aussi l'eau comme source d'énergie, comme je le disais tout à l'heure. C'est une grosse partie de notre histoire. Les barrages, les villages engloutis. Comme Tignes et d'autres. Donc ça en fait partie également. Donc c'est important de rappeler tout cela, comme les pratiques également artistiques, rupestres, la forêt, vous l'avez dit, les alpages.
Et puis les arts de la table avec cette vaisselle, cette vaisselle particulière faite de bois, de céramique et de métaux. Oui, et puis puisque vous parlez de bois, ça me rappelle aussi un moment important qui a été la remise, la sortie hors d'eau du lac du Bourget, à hauteur de Brison-Saint-Innocent, de ce qu'on a appelé la pirogue carolingienne. Qui sera au musée Savoisien. Alors voilà, qui a fait un séjour, elle sort donc très longtemps évidemment dans l'eau, ils les ont préservés, sortis dans toutes les règles de l'art, ça a été compliqué comme opération à laquelle j'ai assisté, pour ensuite être traité pendant de longs mois à Grenoble, dans un centre dépendant du CEA, le commissariat à l'énergie atomique, qui traite justement ces vestiges archéologiques qui ne peuvent pas rester longtemps à l'air libre, oui, bien sûr. De quoi ils s'auto-détruiraient. Donc elle était traitée là-bas comme d'autres éléments Elle était où cette pirogue dans le lac? Elle était à quel endroit? Vers la pointe de l'Ardre. D'accord, Saint-Innocent. Donc à hauteur de Brison-Saint-Innocent. Elle était loin dans le lac ou Elle était assez profonde néanmoins, donc c'était une opération compliquée, mais qui désormais a pu être intégrée. Alors récemment, dans le musée Savoisien, en pratiquant d'ailleurs une ouverture, parce que c'était difficile de faire entrer ce vestige dans le bâtiment. Mais en effet, elle fera désormais partie des collections intéressantes à visiter. Elle est dans une sorte de coffret transparent que les spectateurs pourront voir, comme ils pourront voir ce même jour est entré dans le musée un œuf de Courchevel, vous savez, les œufs bien sûr. Pour le transport des skieurs. Un œuf de poule. C'est ni de Pâques, mais l'œuf fait aussi partie de notre histoire. Tout le monde a connu ces fameuses œufs qui ont fait sensation à l'époque, qui ont permis aux skieurs de pouvoir de pratiquer davantage et plus haut. Et donc, les visiteurs pourront aussi, c'est aussi à destination des enfants, en plus de cette chambre, ce studio de Charlotte Perriand, découvrir ce qu'étaient les œufs à l'époque. Il commence à avoir quelques années également. Puis aussi un volet, je terminerai par là, mais c'est trop long de parler de tout. Le mieux sera de visiter. Ce sont les costumes. Oui, l'habillement. L'habillement, à travers les siècles. Évidemment, on pense tous aux coiffes des Savoyardes, mais ça va rappeler, si vous voulez, ou expliquer plutôt les différents codes vestimentaires. Une jeune fille dont on disait qu'elle était prête à être mariée, une autre qui était en veuvage, les différentes régions des départements, des anciennes provinces de Savoie, l'origine des tissus du Lyonnais ou d'ailleurs, et puis l'évolution à travers les siècles. On avait fait une très belle exposition aussi en Haute-Savoie. Tout ça maintenant prête un petit peu à sourire, hélas, mais qui s'appelait Tirer à 4 épingles, réalisé par nos services. C'était aussi pour tester l'impact sur le public de ces costumes, avec en imaginant, je rappelle au passage, les costumes préparés par l'équipe de Découflé pour les Jeux Olympiques, pour les cérémonies d'ouverture et de clôture. Et puis, nos équipes avaient fait travailler une couturière sur ce que serait un costume de Savoyarde au XXIe siècle si nous avions continué à porter, non pas seulement pour les aspects historiques ou folkloriques, mais si, comme dans d'autres régions d'Europe, je pense à la Suisse, à l'Italie ou à l'Allemagne ou même l'Autriche, les costumes qui évidemment évoluent avec leur temps et restent modernes. Avec les nouveaux tissus, avec tout ça. Et puis, alors, on va finir cette présentation du musée Savoisien. On rappelle qu'il ouvre le 29 avril, qu'il sera gratuit. Absolument. Il sera gratuit, donc c'est assez rare pour être souligné. Tout à fait. Juste un petit mot peut-être sur les peintures murales de Cruel qui vont être un des éléments phares. C'est même l'élément phare de ce musée. Oui, qui ont, elles aussi, comme la pirogue carolingienne, se sont voyagées, puisque nos équipes l'ont exposée. Alors encore une fois, vous voyez, moi je fais toujours le lien entre l'histoire passée et l'actualité. Ces peintures murales, qui ne sont pas des fresques, donc c'est peint sur le mur, ont été exposées au Palazzo Madame à Turin. Donc, pour ceux qui connaissent, sur la grande place centrale de Turin, une belle exposition que nous sommes allés inaugurer avec Hervé Guémard sur place et nos homologues italiens, piémontais en l'occurrence. Ça a été la dernière sortie. Oui, c'est ça, nos cousins germains. Ça a été la dernière exposition en dehors du musée, où désormais, musée Savoisien, où désormais elles seront visibles. Comme je disais tout à l'heure, en entrant et en sortant, c'est le point d'orgue. C'est le point d'orgue. Et unique en France, puisque c'est le seul témoignage de cette époque dont nous disposons dans notre pays. Et c'est du XIVe siècle. C'est ça.
C'est un accueil de 170 mètres carrés intégrant une boutique. C'est plus de 1800 mètres carrés de surface d'exposition permanente. C'est plus de 350 mètres carrés de surface d'exposition temporaire. C'est ça. C'est une salle multifonctionnelle de 100 mètres carrés, une salle de médiation de 50 mètres carrés. C'est inauguré le 27 avril et ça ouvre au public le 29 avril. Le musée savoisien, on accédera par la place Métropole à Chambéry. C'est un grand moment. C'est une volonté du département et on rappelle, ce sera gratuit pour tout le monde et accessible à tous. C'est ça. Il faut aller, c'est un peu le musée de l'identité locale. C'est un petit peu comme Radio Grand Lac au sens patrimonial. Oui, au sens patrimonial. Merci Renaud Beretti. On va marquer une pause musicale, puis ensuite on restera avec vous, bien sûr. Puis on aura Marine Nguyen. On va présenter le programme des 20 ans des estivales en Savoie, non pas des estivales du château, sinon Marine va me gronder. On revient tout de suite sur le 92.1 radiograndlac.com après la pause musicale. Radio Grand Lac 92.1. Le grand bain de la vie locale. Le quart d'heure savoyard, c'est sur Radio Grand Lac, en partenariat avec le département de la Savoie. De retour, non pas sur la musique, mais sur le quart d'heure savoyard, cette émission en partenariat avec le département de la Savoie, où on parle toujours culture. On a eu la première partie sur la prochaine ouverture du musée savoisien. On est avec Renaud Beretti, vice-président département en charge de la culture, des finances et du patrimoine. Et là, on va parler des 20 ans des estivales en Savoie, le festival du département, avec Marine Nguyen, qui est donc adjointe du département, qui est responsable communication de la direction du développement artistique et culturel. Marine, les estivales en Savoie, c'est donc un festival, comme son nom l'indique, qui a lieu en Savoie, et donc qui va avoir lieu en mois de juin-juillet, et qui va accueillir encore une fois de grands artistes, et c'est gratuit, c'est dans la cour d'honneur du château. Présentez-nous un petit peu cet événement qui fête ses 20 ans. Alors, c'est déjà un très bon résumé, donc c'est un... Non, merci, on passe à autre chose. C'est un festival donc, qui va avoir lieu du 24 juin au 12 juillet, donc le département propose 10 soirées gratuites, donc qui sont offertes aux Savoyards. C'est encore gratuit, mais comment est-ce qu'on peut proposer autant de choses gratuites, Renaud Beretti? Le musée savoisien, c'est gratuit, les festivals, c'est gratuit aussi. Le mot d'ailleurs, si Marine me le permet, n'est pas exact. Et il faut le pondérer, ce n'est pas gratuit, c'est offert. C'est-à-dire que c'est offert par le département. C'est offert par le département. À ses administrés et à nos invités. D'accord, voilà. Donc... C'est un choix, évidemment, si on veut que la culture soit accessible à tous et à toutes, c'est ça l'idée fondamentale, eh bien, il faut faciliter l'accès. Enfin, c'est quand même un département volontariste et puis dynamique quand même pour offrir justement autant de moments de culture. C'est un choix, effectivement, c'est un choix politique et c'est une volonté qui s'exprime par ce biais-là. Marine, alors donc en fait voilà, donc on va dire que l'ADN du festival, c'est le lieu, le château du Duc de Savoie, donc qui est un lieu de patrimoine, un monument historique, voilà, que l'on donne accès à cette occasion. Notre château, donc qui est partagé maintenant entre le département et la préfecture. Hein. Voilà, tout à fait. Et donc l'éclectisme, c'est-à-dire la diversité. L'idée, c'est de permettre aux Savoyards de découvrir différentes esthétiques, jazz, rock, pop, et tous les styles de musique. Tous les styles de musique. Normalement, il y en a pour tous les goûts. Et donc d'oser parfois peut-être. Ça manque un peu d'accordéon, mais enfin bon, c'est pas grave. Ah, on a eu par le. Oui, tout à fait. Oui, Galliano qui était venu. Exactement. Une formidable soirée. Jean-Pierre, évidemment, n'est pas soupçonnable de rater tout ça. Et donc voilà, d'inciter à venir découvrir des nouveaux styles, éventuellement, d'oser se frotter à différents... Alors, quels vont être les points forts, les grands moments de cette 20e édition? On rappelle quand même que c'est 268 dates depuis 2003, que c'est 412 200 spectateurs depuis la première édition, donc 15 000 juste pour l'année 2022. Alors, on espère qu'il y aura le beau temps parce que c'est en plein air. En plus, c'est sympa, c'est les soirées les plus longues de l'année. Quels vont être les temps forts, Marine? Alors, on a déjà une soirée d'ouverture un peu exceptionnelle. Ouais, un peu bizarre, un peu nouvelle. Aérienne. Le 24 juin. Donc, c'était aussi dans l'idée de fêter ses 20 ans et de surprendre le public, puisque dans cette soirée, il n'y aura pas de scène, mais les spectateurs seront invités à lever les yeux au ciel
pour assister donc à 2 spectacles, un duo de danseurs suspendus qui occuperont en fait la façade du château et qui proposeront qui défieront en fait la pesanteur en dansant sur la façade du château. Des arts vivants vraiment dans la cour du château là. Oui, voilà, avec c'est vrai que c'est le cirque, ça faisait c'est la première fois que le cirque s'invite en fait au château et donc il y aura dans un second temps une traversée funambule aux notes pop rock avec donc Joanne Imblé qui va s'élancer sans filet de la. Mais ça fait peur. Oui, de la tour de Mi-Onde à la Sainte-Chapelle. Donc il va traverser la cour. Quoi. Exactement, elle sera accompagnée. Ça c'est très nouveau. Hein. Ouais. C'est un spectacle en plusieurs dimensions finalement. Regardez la scène, mais regardez comme dit Marine en l'air les aussi. yeux. Et c'est aussi un soutien au art en cirque hein, qui est comment dire un groupement reconnu même de manière européenne, hein, installé à Chambéry. Donc c'est une façon de mettre en scène aussi les différents arts que nous soutenons. Voilà, effectivement, on n'imaginait pas passer cette soirée sans faire un clin d'œil à Arc en Cirque. Donc la soirée commencera dès 18h30. Le 24 juin, ça en est un. Oui. D'accord. C'est l'ouverture. Hein. C'est l'ouverture. Comme c'est les 20 ans. Voilà. Il fallait marquer le coup. C'est ça. Il fallait marquer le coup. Et donc voilà, avec la complicité d'Arc en Cirque, il y aura une déambulation. En fait, on sort aussi du château. L'idée, c'est d'aller aussi à la rencontre du public. Et donc, en clin d'œil à l'ouverture du musée, on démarrera Place Métropole, une déambulation acrobatique et musicale pour rejoindre la place le château. Voilà, où il y aura donc ces 2 performances. Ça fait un petit clin d'œil entre le musée savoisien récemment inauguré oui. et le château siège des 20 ans des Estivales. Et les prochaines soirées, Marine? Alors ensuite, donc il y aura un petit temps de pause parce que donc il y aura le montage de la scène et donc Le premier soir, il n'y a pas la grande scène comme on voit d'habitude. Hein. Voilà, donc ce sera les yeux au ciel pour le premier. La première soirée, ce sera les yeux au ciel. Et donc ensuite, à partir donc du 30 juin, donc on retrouvera Carmen. Étrangère familière, donc c'est l'opéra que tout le monde connaît, voilà. Mais revisité. Voilà. D'accord. Exactement. Donc c'est une production La Brèche Festival, donc un acteur local. Bien sûr. Aixois. En plus. Me permettre de préciser. Qui vient, qui nous amène à poser un autre regard sur Carmen à travers une version moderne de l'opéra de Bizet. Et qui seront accompagnés sur scène par un chœur de collégiens savoyards du collège de Boigne. Donc, il y a 30 élèves sur scène qui les accompagnent. Des collégiens qui répètent depuis le mois de janvier, je crois, hein, justement pour cet événement. Cette soirée. Donc, on peut les saluer s'ils nous écoutent, ou leurs parents ou leurs enseignants, parce que on imagine bien encourage à continuer. Et bravo. C'est courageux, et c'est chouette, et puis ça doit faire un petit peu peur. Donc, bien sûr. Mais ils seront sur scène, donc c'est assez formidable. Là, vous voyez, on rejoint plusieurs de nos politiques, hein, la culture, les collèges, l'enfance, oui. C'est combien de spectateurs chaque soir? Alors, quand on est la jauge est à combien, quoi, là? Quand on est debout, la jauge est à 3000 spectateurs. Ah, quand même, d'accord. En sachant qu'il y a des travées pour les personnes à mobilité réduite. Oui, on va en parler de ça, parce qu'il y a un accueil vraiment privilégié, justement, pour les... Alors, savez-vous, Jean-Pierre, non, je ne sais pas. Jean-Pierre, non, mais si, peut-être que vous savez, quel a été le spectacle par le passé qui a recueilli le plus grand nombre de spectateurs lors des Estivales? C'est une bonne question. Marine sait, mais évidemment. C'est une bonne question. C'est une question un peu piège, mais non, mais il y a eu plein de grands artistes au cours des dernières années. Beaucoup, en effet. Non, mais bon, juste, c'est pas une question piège, mais c'était pour l'anecdote. Oui. C'est les Tambours du Bronx. D'accord. Qui ont étonnamment, alors je ne sais plus combien il y a eu de spectateurs, mais je me souviens qu'il y avait la queue jusqu'en bas des 2 côtés. Il y avait autant de monde dehors que dedans, en fait. Voilà, d'accord, donc les Tambours du Bronx. Oui. Et quelle a été, deuxième question, non pas piège non plus. Je dis ça parce que l'autre jour. C'était moi qui interviewais aujourd'hui. Mais c'est bien de changer un peu, d'intervertir les rôles. Non, le groupe ou les artistes qui ont été le plus souvent invités sur scène, ou qui se sont plutôt le plus produits sur scène lors des Estivales. Alors, est-ce que ce sont des locaux? Peut-être, voilà, tout à fait. C'est pour ça que je vous faisais un gros clin d'œil. C'est Couleur Café, en fait. C'est Couleur Café, bien ouais. Le groupe Aixois. Thierry Cazenave et toute son équipe. Et son équipe qui sont venus le plus souvent. D'accord. Et qui ne seront pas là cette année? Cette année, non. Non.
Mais bon, voilà. Oui, d'accord. Non, mais très bien. Et après, donc, les autres soirées, Marine, on développe un petit peu le programme pour donner envie Donc, à tous les auditeurs. On aura le temps d'en reparler. Il y a un site internet et tout. Voilà, exactement. Il y a le site estival.savoie.fr, donc sur lequel il y a toute la programmation. Juste pour terminer sur Carmen, c'est vrai que pour ceux qui veulent vivre une première expérience de l'opéra, c'est un opéra assez épuré. Ça dure 1h10. C'est moderne et c'est assez interactif avec le public. Donc, c'est peut-être l'occasion de tenter cette expérience. D'accord. Et puis, alors après, le 1er juillet, on va dans le funk. Oui, avec le groupe Ceux qui marchent debout. Donc, ils sont originaires de Paris, mais ils sillonnent... c'est plutôt bien de marcher debout, non? C'est mieux. Ils sillonnent toute la planète et viennent apporter du groove partout où ils s'arrêtent. 6 artistes sur scène. C'est bien de soutenir les artistes en ces temps où, après les années difficiles que l'on vient de vivre, de soutenir le spectacle vivant, c'est une bonne chose. Oui, ça nous tient à cœur. Et puis c'est vrai que depuis l'expérience du Covid, on sent beaucoup de plaisir de retrouver le public et d'être sur scène de la part des artistes. Tout à fait. Ouais. Le 4 juillet, là, c'est le pop folk. Oui, avec le groupe toulousain Cats on Trees. Les chats sur les arbres. Voilà, exactement. En français dans le texte. Traduction littérale, oui. Donc ils reviennent avec leur 3e album qui s'appelle Hailey. Donc il y a Nina sur les voix et le clavier, accompagnée de Johan sur les percussions, et qui nous propose une pop aérienne. Ils n'ont rien à envier aux pointures de la pop anglaise. Le 5 juillet, c'est le reggae. Reggae Night, le 5 juillet à Chambéry, alors. Tout à fait. Donc, c'est vrai que le reggae était plébiscité par le public. Chaque année, on mène une petite enquête spectateur et ça faisait plusieurs années qu'il y avait une demande forte autour du reggae. Et donc, on accueillera à 20h Rod Taylor qui viendra nous proposer un reggae jamaïcain pour faire danser le public. Et il sera suivi par Groundation, qui fête lui aussi les 20 ans, de son premier album, Hebron Gate, qui lui a fait connaître le succès. D'accord. Et il nous fera le plaisir de nous jouer l'intégralité de l'album, en live sur la scène des Estivales en Savoie. Et puis après le 6 juillet, donc tu es un peu dans la continuité de cette politique de soutien au peuple du monde et aux autres pays du monde. On sait que le département a agi à Haïti, va bientôt le faire au Liban et dans d'autres pays. Il y a cette ouverture au monde. On pense bien sûr à Pays de Savoie solidaire avec les Musiques du Monde, un festival de musique du monde le 6 juillet. Tout à fait, donc c'est vrai que c'est une soirée dédiée aux musiques du monde et aux trios, puisqu'on a 2 trios qui vont se succéder sur scène. D'abord, on aura Ascolta, donc c'est des jeunes Savoyardes. Des jeunes Savoyardes, voilà, tout à fait, qui vont nous emmener en voyage, au son des chants traditionnels d'Italie qu'elles se sont transmis par. C'est des copines qui se sont rencontrées à la fac, si ma mémoire est bonne. Tout à fait, oui, donc exactement. C'est sympa comme résultat. Oui, tout à fait, bien sûr, parce que elles se connaissent à la fac, puis là, elles vont quand même se produire au Festival du Château devant plusieurs milliers de personnes, quoi. Donc, c'est une belle histoire. Oui, tout à fait. Donc, ça va être, je pense, un beau moment. Elles ont envie de partager ce répertoire et je pense qu'elles vont vraiment nous emmener en voyage. Et le 7 juillet, c'est pop rock, là. Alors, il y a tous les styles. Hein. Je dis un petit mot du trio Mandili parce que ce sera la tête d'affiche pour le 6 juillet. Tout à fait. Je l'avais oublié. Donc là, c'est un trio. Il y a beaucoup de choses. Oui, c'est vraiment. On n'a pas parlé du lâcher de fanfare non plus. Non plus, oui, on n'a pas parlé du lâcher de fanfare. C'est pas du bigard, hein, mais c'est avec notre partenaire, la Fédération musicale de Savoie. Oui, tout à fait. Que vous connaissez bien, bien sûr. Qui fédère. Qui est venu ici pour la fête de la musique. Voilà, exactement. Les différents ensembles savoyards. On est bien heureux de pouvoir compter sur leur dynamisme. Et donc, ils nous organisent des fanfares dans la ville, là aussi, c'est assez sympa. Donc ça, c'est le 1er juillet, c'est ce qu'on appelle les petits plus des estivales. Il y avait déjà donc le partenariat avec Arc-en-Cirque, et donc là, avec la Fédération musicale de Savoie, l'idée, c'est de sortir du château, de faire participer la pratique amateur aussi au festival avec ce lâcher de fanfare, avec la complicité de la compagnie Naum. Donc ce sera un véritable spectacle dans la ville. C'est une mise en scène avec des costumes, de la musique. Super. Voilà. Donc le 7 juillet, le pop rock avec le groupe Savoyard. Alors oui, avec Beer Stowers. C'est en patois savoyard, ça, non? Au moins ça.
Donc c'est 4 amis qui proposent une pop teintée de rock. Ils se sont fait repérer par le Château Rouge et le Brise-Glace qui les ont soutenus dans leur parcours. Ils ont pas mal écumé toutes les scènes de musique actuelle locale et donc là ils nous font le plaisir de venir sur la scène des Estivales pour partager leur univers. Et puis on finit avec les 3 soirées, un peu les 3 têtes d'affiche, avec notamment la chanson française le 8 juillet et la présence exceptionnelle de Christophe Maé quand même. Voilà, c'est quand même pas rien. qui vient en plus tout juste de sortir son dernier album, C'est drôle la vie, donc qui est sorti le 17 mars. Après un séjour envoûtant au Cap-Vert. Tout à fait, exactement. D'accord. Et donc il revient du Cap-Vert avec des rythmes chaloupés et des sonorités ensoleillées. Donc Christophe Maé sera donc présent et l'entrée pareil sera gratuite. Hein. Exactement. Voilà, c'est un spectacle. C'est tous les soirs gratuit. pareil. Tout à fait, c'est tous les soirs pareil. Même pour les grandes vedettes, quoi. Exactement, voilà. D'accord. Et donc, il sera précédé du duo Ellipsis. Donc là, c'est un duo local, guitare-voix, qui propose une pop Parlez bien dans le micro. une pop rock acoustique. Baissez un petit peu le micro, si vous voulez. Ce que dit Marine est important. On voit bien qu'à chaque fois, il peut y avoir un artiste ou un groupe connu, reconnu, parfois même mondialement, mais aussi couplé à des artistes locaux ou régionaux. C'est ça aussi le principe. Quand on parle d'éclectisme, c'est dans les arts comme dans la localisation, en quelque sorte. Et peut-être préciser qu'à l'heure actuelle, en tout cas, c'est une exclusivité régionale de la présence de Christophe Maé cet donc été. là, après, il va partir en tournée à partir de septembre. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde ce soir-là. Et donc, on ne réserve pas ses places avant. Des places disponibles, tout à fait. Donc, comme on dit. On ne réserve pas ses places avant. Hein. Non, c'est pas sans réservation. Donc, on vient. Voilà, donc, il faut y aller de bonne heure. Le 11 juillet, on va presser un petit peu. Le 11 juillet, c'est le soul, le jazz et le blues. Tout à fait, avec la chanteuse Robin McKell qui va venir, qui va explorer le répertoire d'Ella Fitzgerald. Et beau. Voilà. Jazz féminin, là aussi, c'est important de mettre. Le 11 juillet. C'est ça. Et puis le 12 juillet, comme on aurait dit il y a quelques années, on va manger des pommes. Donc ce sera l'artiste Pomme, une nouvelle sur la scène française, et donc qui se reproduira aussi donc le 12 juillet à Chambéry. Nouvelle artiste qui a déjà 2 victoires de la musique avec son album Les Failles, et là elle vient avec donc son dernier album Consolation, et elle va nous faire entrer dans son jardin. Il y aura une décoration sur scène assez incroyable. On va pouvoir être transporté par sa voix et son univers. Elle sera précédée en première partie. Voilà, une Savoyarde. Voilà, effectivement. Une Tarine. Aurène, qui est originaire de Lyon, mais qui s'est installée depuis quelques années maintenant en Savoie. Et c'est d'ailleurs là qu'elle a produit son dernier album, Il s'est passé quelque chose. Pendant le Covid, nous a-t-elle dit. Ou suite au Covid. Voilà, exactement. Et donc, ce sera l'occasion de découvrir sa voix sensible et ses textes poétiques. Marine, on a eu l'occasion, Jean-Pierre, on a eu l'occasion l'autre jour de l'inviter pour le point presse de présentation justement des Estivales. Il nous a fait un mini-concert et il faut bien reconnaître que sa voix est superbe. Oui. Eh ben, on découvrira ça pour ceux qui ne connaissent pas le 12 juillet. Alors, en pratique, Marine, quelles sont les grandes lignes pour aller au festival des Estivales en Savoie ? Alors, l'entrée est gratuite et sans réservation. Voilà. Ce n'est pas la peine de téléphoner. On a souvent des questions. Voilà. Des questions à ce sujet. Donc pour avoir toute la programmation, c'est sur le site estival.savoie.fr. Estival au pluriel.savoie.fr. Tout à fait. Et puis donc pour les personnes à mobilité réduite, il y a un accueil privilégié qui est prévu. Voilà. Et donc là par contre on peut téléphoner avant le 30 mai. Dites-nous tout, Marine. Alors effectivement, on peut s'appeler au 04 79 70 63 68, soit se connecter sur le formulaire sur le site et via le formulaire demander des réservations. Les réservations seront ouvertes à partir de début juin pour les personnes à mobilité réduite. Donc elles ont un accès Place CAF et puis une plateforme réservée pour avoir une meilleure visibilité sur la scène. Donc si on est en fauteuil, si on ne peut pas bien marcher, si on a des difficultés pour se déplacer, on peut quand même aller à ce festival. Tout à fait. On sera accueillis normalement et ça aussi c'est super, c'est de l'inclusion et c'est très très bien. On rappelle le site estival.savoie.fr. On vous souhaite, Marine, d'avoir le beau temps.
Merci, Voilà, oui, c'est ce qu'on parce que souhaite. Parce d'avoir beau et chaud, parce que comme ça, le soir, les soirées sont douces. Et donc, pour passer du bon temps, dans la cour d'honneur du Château des Ducs de Savoie, qui est une cour historique, puisqu'il y a la Sainte-Chapelle, etc., etc. Donc, encore un bel événement pour les 20 ans des Estivales en Savoie. Renaud Beretti, vous êtes vice-président du département. Vous êtes aussi président de Grand Lac, de cette communauté d'agglomération de 28 communes de plus de 75 000 habitants. C'est ce que je disais l'autre jour, 75 000 habitants, on parle de ça depuis 3-4 ans, donc on doit bien être changer. Ça a dû à la hausse. Ouais, tout à fait, oui, à la hausse, puisque c'est un territoire attractif. Je voulais qu'on dise un mot sur des travaux qui ont été menés par le département, des travaux très importants, qui vous ont coupé un petit peu d'une partie de votre territoire, tout le nord, la Chautagne, là-bas, qui n'avait plus trop de moyens pour venir sur Aix, si ce n'est de passer par le très beau col de la Chambotte. Donc, ces travaux sont finis, là. Oui, ils sont finis. La route que vous évoquez, celle qui longe le lac. Celle qui longe le lac, par Brison-Saint-Innocent. Par Brison-Saint-Innocent, a été fait l'objet de travaux qui ont duré 6 mois. Donc c'est quand même une étape longue pour les habitants, longue pour les commerçants aussi, oui, bien sûr. Qui ont subi cette situation compliquée pour les gens qui travaillent, qui vont chez le médecin, pour les scolaires aussi. Oui, bien sûr. C'est certain. Mais c'était des travaux nécessaires de purge des falaises. Ceux qui connaissent cet itinéraire le savent, dangereux, puisque des blocs se détachaient régulièrement. Donc dangereux pour les automobilistes, pour les cyclistes également, puisque c'est un itinéraire, très pratiqué par les cyclos. Donc travaux de purge pour réduire ce risque et donc, c'est le maître mot, renforcer la sécurité. Comme toujours, ces travaux sont non négligeables pour le département. C'est des travaux 100% départementaux à hauteur de 2,4 millions. Mais pour le bien public, même si, évidemment, quand on est habitant, c'est toujours trop long et trop compliqué. Ce qu'il faut bien se dire, c'est que il était nécessaire de les faire et qu'il vaut mieux faire des travaux qui pénalisent pendant 6 mois plutôt que de subir un accident grave, mortel, ou même un effondrement. Était de plus en plus fréquente. De plus en plus fréquente, ça se voyait au bord de sur la route. On voyait ces gros blocs. C'est même parfois miraculeux qu'il n'y ait pas plus d'accidents à l'époque. Et ce qu'il faut bien comparer, c'est sur d'autres chantiers départementaux que nous avons dû mener, comme les gorges de l'Arly, dont on voit que régulièrement, elles subissent aussi des effondrements. Quand il y a un gros effondrement, la route peut être coupée un an, surtout quand les travaux ne sont pas prévus et pas budgétés. Et là, ça a été plus long et prolongé parce que il y a eu beaucoup plus de travaux à réaliser, de masse, si vous voulez, à évacuer. Il y a eu une rotation d'hélicoptères impressionnante, de travaux acrobatiques pour les entreprises qui sont intervenues. Donc c'était un gros chantier pénalisant, et on en est navré, mais nécessaire pour la sécurité de cet itinéraire. Et tout s'est bien passé. Et on peut dire que tout s'est bien passé, en effet. On va dire un mot avant de conclure cette émission sur le lancement de la 2e édition du budget citoyen. On avait fait la première émission dans le cadre de ce partenariat avec Luc Berthoud qui était venu nous parler du budget citoyen. C'est en effet mon collègue Luc Berthoud, maire de la Motte-Servolex et conseiller départemental, qui porte ce budget citoyen, 2e édition, qui a remporté un grand succès l'an dernier, puisque pour mémoire, 252 idées ont été déposées sur les quelques mois de candidature. 155 initiatives ont été jugées bonnes, recevables en tout cas. Donc, ce sont des projets qui sont montés par des associations, par des particuliers. Par des particuliers. Et qui sont financés ensuite par le département. C'est ça, nous avons un budget réservé pour ce budget. Là encore, c'est 2,2 millions. Ce n'est pas une action obligatoire des départements. Pas du tout, non, au contraire. Mais c'est vrai que c'est une initiative que l'on voit se développer dans des communes, dans des intercommunalités, dans des départements, pour donner finalement l'initiative. Associer un peu les citoyens. Remonter du terrain. La gestion publique. Initiative locale, citoyenne, peu importe le collective. L'appellation qu'on lui donne, c'est faire émerger les idées et les projets et les accompagner au mieux, plutôt qu'ils soient automatiquement et exclusivement portés par la collectivité. Et c'est comme ça que on voit qu'il y a un dynamisme dans notre département assez fort, puisqu'il y a eu 30 projets lauréats pour alors très variés dans le domaine de l'environnement, dans l'action sociale. Donc c'est ça qui est assez formidable. Et notamment des projets qui ont été présentés par des jeunes aussi. Des on jeunes, pense bien sûr au canton Aix-1.
Des jeunes, des adultes, des associations, des particuliers. Des particuliers. Donc c'est cette deuxième édition à laquelle, bien sûr, tous les Savoyards sont conviés. Merci Renaud Beretti, merci Marine Nguyen. Encore une petite question, Renaud Beretti, la question RGL. Vous êtes donc vice-président du département, maire d'Aix-les-Bains, président de cette communauté d'agglomération Grand Lac. Oui. Est-ce que vous avez encore du temps pour vous et quand vous en avez, quels sont vos hobbies, quelles sont vos passions qui vous permettent de vous évader un peu, de couper un peu par rapport à cette chose publique qui vous occupe une grande partie de votre temps? C'est bien résumé, c'est vrai que l'action publique m'occupe la majeure partie du temps, même quand je n'y suis pas, j'y pense, hein, évidemment, mais je crois que c'est pas propre à moi, c'est propre à tous les élus engagés, on va dire, un peu passionnés. Mais sinon, dans ces moments que vous évoquez assez rares, je m'occupe déjà de ma famille, j'ai une petite fille. Voilà, je crois qu'elle s'est agrandie il y a quelques temps. Là. Exactement, il y a 15 jours, voilà, qui s'appelle Eva, et puis mon épouse, mes autres enfants, et puis sinon, vous le savez, c'est la littérature, la lecture, l'écriture, et puis... tout ça bien modestement. Hein. J'aime bien la musique aussi, comme vous le savez, sous différentes formes. Et puis l'histoire, c'est un petit peu... Puis quand vraiment j'ai le temps, ce qui est rare, ce sont les voyages. Les voyages. Alors, vous êtes donc dans la vie publique depuis déjà quelques semaines. Toujours la même passion, toujours le même enthousiasme. Tous les matins, quand vous vous levez, toujours heureux d'aller s'occuper des autres. J'avais un ancien patron qui me disait que c'était ça, la vocation publique, c'est se coucher le soir, parfois un peu lassé ou épuisé, mais se relever le lendemain avec la même passion. Est-ce que c'était un certain Michel Barnier ou Jean-Pierre Vienne ? C'était son directeur de cabinet de l'époque qui était sous-préfet, qui m'avait dit ça, j'étais jeune. Et quand on est jeune, on voit moins ces choses-là. Enfin, on les imagine moins, mais quand on les vit avec beaucoup plus de recul. Mais pour l'action publique, il faut rester, surtout de nos jours, où on voit notre pays divisé, on voit les gens de plus en plus en colère, et on comprend pourquoi. Donc, plus irascible, plus exigeant. Il faut conserver cette passion quand on est dans l'action publique, et surtout le sens de l'intérêt général contre, justement, les revendications trop individuelles. Est-ce que c'est plus dur d'être maire maintenant? On a vu hier le président de la République se faire alpaguer, sur une de ses visites. Vous, je pense que maire, on est vraiment à portée d'engueulade. Est-ce que c'est plus dur d'être maire maintenant qu'il y a quelques années? Je sais pas, je l'ai pas été il y a quelques années, mais quand je vois la désaffection de beaucoup de maires actuels, en disant qu'ils ne vont pas repartir ou se représenter, on peut l'imaginer, oui. Et moi, je voudrais donner un petit coup de chapeau à tous mes collègues maires, quelle que soit la taille de leur commune, parce que c'est vraiment l'engagement de proximité qui fait que notre société reste, malgré tout unie, parce que les circonstances... à la fois de notre pays, de notre société, les rendent beaucoup plus fragiles et difficiles. Quand on est un élu local, un élu de terrain comme vous, qu'est-ce qui est le plus dur ? Le plus dur, alors peut-être la sollicitation permanente, à laquelle il est parfois difficile de répondre. Et je trouve que de plus en plus, il y a une exigence de résultats immédiats. Et ça, c'est difficile à satisfaire. Tout à fait, parce que la vie publique n'a pas le même rythme que... non, et puis et d'ailleurs, il ne faut pas. Il faut qu'il y ait du recul. Il ne faut pas qu'il y en ait trop non plus, mais c'est une question, encore une fois, d'équilibre et de cohésion. J'appelle ça la concorde. La concorde. Et la concorde, ce sera le mot de la fin. On vous rappelle l'ouverture du musée savoisien vers un musée d'histoire et des cultures de Savoie, un monument historique, inauguré le 27 avril prochain par le président Guémard, et puis qui ouvrira au public le 29 avril. Allez-y, c'est gratuit, c'est à Chambéry, et vous connaîtrez la belle histoire millénaire de notre province de Savoie, à laquelle nous sommes tant attachés. Merci Marine Nguyen pour ce programme des estivales en Savoie qui commence le 24 juin, qui se termine le 12 juillet. estival.savoie.fr, vous aurez tout le programme, vous aurez toutes les données pratiques pour assister à ce festival, encore une fois gratuit, Renaud Beretti dirait offert. Donc voilà, et merci pour ce quart d'heure savoyard qui a duré la durée du quart d'heure savoyard, c'est-à-dire 1 heure. En tout cas, merci beaucoup, on vous donne rendez-vous le mois prochain. Merci encore à toute l'équipe du cabinet du président qui a permis la préparation de cette émission, Florian Bailly, Mia, Véronique et toute l'équipe. Merci à vous et à une prochaine fois pour le quart d'heure savoyard. Bon après-midi sur le 92.1, radiograndlac.com.